Bonsoir à tous et bienvenue. Je pense que vous m'entendez actuellement très bien, donc merci infiniment. C'est le dimanche 24 janvier 2021. Il est 21h01 et on est en direct live sur Facebook. Ce soir, c'est comme tous les soirs du dimanche, un Mentors Live Talk et j'ai le plaisir ce soir de recevoir un ami que j'ai connu il y a quelques années. J'ai eu le plaisir de le recevoir en Tunisie lorsque il est venu pour donner une conférence. Et là, il était mon invité dans l'émission Carrière, mon ex-émission de développement personnel RH coaching sur les ondes de Radio Express FM en direct de la Suisse. J'ai le plaisir de recevoir le coach professionnel créateur de la symbiocratie, Didier Renac. Bonsoir et bienvenue et bonne année, un petit peu en retard là. Merci. Bonsoir Farez, merci infiniment de ton invitation. Ça me fait plaisir de te retrouver, même si c'est à distance et par l'intermédiaire de ces outils électroniques. Je me souviens absolument très bien de cette émission Ouais. et des bons moments que nous avions passés ensemble. Merci infiniment. C'est un grand plaisir. Alors, je vais présenter Didier au début. Il est franco-canadien avec des origines suisses et en plus, il vit actuellement en Suisse, entre le Canada et la Suisse. Mais je pense qu'il est en Suisse actuellement puisque c'est l'ère du Covid. Donc, il s'est retrouvé là-bas. Donc, il nous dira un petit peu plus par rapport à ça. Ça. Et donc, il est conférencier, formateur, coach avec un parcours assez intéressant dans les entreprises en tant que consultant, manager et autres, mais aussi il est créateur d'un concept de leadership intéressant qu'on considère un concept de leadership moderne, adapté à l'ère actuelle, ce qu'on appelle le nouveau jamais normal, c'est la symbiocratie. On va découvrir ça petit à petit. Alors, Didier, je pense que le parcours, il est très atypique. Et tu en parles un petit peu plus dans ton livre qui est juste à côté de moi, Être leader dans un monde nouveau. Par contre, les auditeurs, les personnes qui nous regardent actuellement sont intrigués. C'est quoi un parcours atypique de Didier Renac? Écoute, un parcours atypique, ça commence de bonne heure quand j'avais une dizaine d'années et puis que j'avais du mal à communiquer avec mon père et ma mère et que de ce fait, ils m'ont fait voir un psychiatre qui leur a expliqué que je ne fonctionnais pas comme eux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai été évalué HP de relativement bonne heure. HP, c'est quoi? C'est haut potentiel. Et aujourd'hui, on en définit essentiellement deux, HPI, haut potentiel intellectuel, et HPE, haut potentiel émotionnel. Et je fais partie beaucoup plus des hauts potentiels émotionnels. Et à partir de là, j'ai pris conscience qu'une première partie de ma vie, c'est que j'étais différent, pas comme les autres, ce qui pose énormément de problèmes pour trouver sa place, pour pouvoir grandir, pour pouvoir, j'allais dire, être en communication avec les autres. Et puis après, on fait avec, Ouais. on rentre en résilience et puis on développe sa personnalité. Et j'ai tendance à comprendre des choses ou à capter des choses, parfois souvent avant qu'elles surviennent, de comprendre les tendances, de voir un certain nombre de choses. Ce qui a été un deuxième problème dans ma vie, puisque souvent, j'avais un certain nombre de mois ou d'années d'avance sur la compréhension des mouvements qui s'opéraient dans le monde ou dans la région où j'étais. Et plus cette façon d'être hyper émotionnelle qui fait que quand tu es dans un monde d'entreprise hyper rationnel, on a parfois du mal à communiquer et à se comprendre. Donc, j'ai eu la chance quand même de rencontrer et d'avoir des clients qui ont vu en moi un potentiel justement pour apporter quelque chose de nouveau. Et grâce à ça, j'ai pu faire… Alors, je dirais qu'entre ma période de… J'ai démarré comme formateur et puis ensuite coach et puis ensuite j'ai commencé à faire des conférences. Mais entre les deux, j'ai fait 36 000 métiers parce que je m'intéresse à énormément de choses. Donc, j'ai fait de la photo, j'ai fait du graphisme, j'ai fait de l'imprimerie, j'ai fait de la vente, j'ai fait du management d'équipe de vente, j'ai dirigé des TPE, des PME. Enfin, voilà, on pourrait épiloguer là-dessus pendant longtemps, Ouais. mais voilà un peu. Et puis, je continue à m'intéresser à plein de choses. Évidemment, de plus en plus focusé sur tout ce qui est l'entreprise, le commerce et la nature humaine.
Tu as utilisé un mot intéressant qui est différent. Et ça, c'est un grand challenge pour les personnes qui sont hors du commun ou des personnes différentes dans la société. Comment ça s'est passé le parcours estudiantin? Parce que se retrouver différent autour d'enfants, autour d'élèves qui sont plus ou moins cadrés dans un environnement bien déterminé, c'est un vrai challenge. Oui, c'est un challenge. En fait, mon parcours estudiantin était une véritable catastrophe. Mhm, Pourquoi? Bah, parce que, comme tu l'as dit, effectivement, pour pouvoir me cadrer, parce qu'en plus, j'ai un cerveau qui ne peut pas, je ne l'ai peut-être pas entraîné pour, mais n'apprend pas par cœur. mhm, C'est-à-dire que quand je lis quelque chose, je vais le transformer. L'exemple que je donne souvent, c'est quand j'étais au lycée, en sixième ou cinquième, je ne sais plus, on apprenait d'une part l'histoire de France et d'autre part la géographie française. Et puis, il s'est arrivé qu'un jour, on apprenait les Vosges en géographie et on apprenait Napoléon, et notamment la traversée des Vosges par les troupes de Napoléon. Et mhm. donc, moi, j'ai réuni les deux et j'ai commencé à raconter une histoire. Ce qui me paraissait beaucoup plus intéressant de raconter comment les troupes de Napoléon avaient parcouru les Vosges tout en citant les villes, etc. Et j'ai eu 0 parce qu'il fallait apprendre par cœur les petits cadres qui étaient nécessaires pour savoir sa leçon. Et, voilà, c'est en fait l'exemple même de ce que j'ai vécu. Alors, ce n'est pas que j'apprenais pas, c'est que j'ai cette mémoire de transformation, de créativité, de compréhension des choses qui font que je les représente pour que l'autre, parce que j'ai toujours eu une énorme empathie ou une énorme émotion par rapport aux autres, puisse comprendre et puisse mémoriser justement toutes ces informations-là. Je crois que c'est ça un petit peu la synthèse de ce qui fait ma personnalité. Et c'est ça le lien que tu fais entre le fait d'être une personne HP et le fait de faire le métier de coach, accompagnateur. Alors, effectivement, c'est le lien que je fais quand, par exemple, bon, en ce moment, c'est en ligne, mais quand j'ai des personnes avec lesquelles je discute, qui me racontent leur vie, avec lesquelles on évalue les talents, les potentiels, les profils psychologiques, les compétences non techniques, enfin, il y a toute une batterie d'outils qui permettent, en même temps, quand ils me racontent leur vie, à la fois leurs erreurs ou leurs réussites ou leurs doutes ou leurs peurs, surtout en ce moment, et ben, ça me permet de capter des informations et de mettre le doigt et de poser des questions pour leur dire tiens, et ceci, tiens, et cela, tiens, est-ce que tu as réfléchi pour aller dans telle direction? Et donc, j'ouvre des champs du possible auxquels, malgré une approche très rationnelle qui est souvent utilisée dans nos métiers, ça leur permet justement, en termes de créativité, d'ouverture d'esprit, d'imaginer que ça puisse être autrement, que ça peut être différent, et qu'ils ont les potentiels et qu'ils ont les moyens de prendre un nouveau chemin auquel ils n'avaient pas pensé. Et effectivement, ça fait partie de ma personnalité pour aider les gens à trouver j'allais dire, les futurs possibles. Notre première rencontre date depuis quelques années. Par contre, j'ai pas oublié les premiers mots que j'ai eus de ta part. Je suis une personne autodidacte. Et il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent actuellement et qui se posent des questions. Est-ce que le fait d'être autodidacte, c'est un choix? C'est par accident? Comment ça se passe? Parce que Euh, c'est c'est volontaire, c'est ouais, bénévole quelque part. Oui. ouais. Être autodidacte, dans un monde qui est surtout le monde de mon époque, je crois qu'en ce moment c'est encore comme ça, est très normalisé, très processoral, très processus, très cadré. Mhm. C'était pour moi un choix de survie. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une entreprise et que tu es payé pour livrer un certain nombre de résultats, tu ne peux pas sortir du cadre. Oui. Et même à la limite, ce que j'ai vécu dans les entreprises où j'étais salarié du fait de ce côté HP, c'est qu'on me voyait comme quelqu'un qui dérange. Pourquoi? Parce que je voyais les choses autrement, parce que j'avais une créativité, parce que j'apportais des solutions auxquelles mes chefs, mes supérieurs n'avaient pas pensé. Donc, ils me voyaient comme un potentiel ennemi possible qui pouvait remettre en cause sa place, son statut, parce Son que leadership. quand son leadership, oui, encore que là, on va pouvoir discuter sur le mot leadership. On va dire sur son pouvoir, sur son pouvoir. Et parce que ça fonctionne comme ça dans les entreprises et que les gens
la plupart des gens ne sont pas des leaders et au lieu justement d'exploiter des gens qui sont HP ou des gens qui ont des potentiels différents et qui peuvent apporter un plus aux entreprises, ils ont tendance à vouloir les cadrer pour bien les maîtriser, les manager. Et tant qu'ils livrent du résultat, ils ne se posent pas de questions. C'est pour ça que la période dans ce moment est assez intéressante. Et comment tu as pu survivre dans ce climat-là, un climat toxique, avec le fait d'être HP, donc vulnérable quelque part? Tu ne peux pas Oui, combattre. tu as raison, le mot c'est vulnérable. Non, on ne peut pas combattre. Je me suis fait licencier un certain nombre de fois. J'ai rebondi parce qu'évidemment, j'ai appris à me vendre, étant donné que j'ai managé des vendeurs et j'ai moi-même été vendeur. Oui. Donc, je retrouvais du travail, pas forcément dans les 48 heures. Et puis, le scénario recommençait jusqu'au jour où j'ai commencé à me poser les bonnes questions, à me remettre en cause, à aller voir justement. J'ai eu la chance non pas d'avoir des coachs, mais d'avoir des mentors, c'est-à-dire des gens qui avaient l'âge de mon père ou même un peu plus vieux, avec lequel je pouvais discuter, je pouvais ouvrir mon cœur, je pouvais livrer mes émotions, qui comprenaient les choses et puis qui ont fini par me dire, écoute, je pense qu'il vaut mieux que tu te mettes à ton compte. Ce sera peut-être pas facile, mais tu feras jamais carrière dans une grande entreprise avec ta forme de fonctionnement. Et changer la forme de fonctionnement, je me souviens de la métaphore que m'avait donnée un de mes mentors, c'est comme si on voulait apprendre à nager à un lapin. Je lui dis, oui, effectivement, ça va être un peu compliqué. Comment tu as vécu le Covid-19, ce truc qui a chamboulé le monde? Alors, en fait, je l'ai vécu à plusieurs niveaux. D'une part, au début, il y a eu, je me suis posé des questions et je me suis dit, OK, d'abord, ça correspondait, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais pris des cours en sciences politiques et sans être complotiste, on m'avait expliqué qu'un certain nombre de facteurs allaient se développer dans le temps et se mettre en place sur le monde, etc., etc. Alors tout ça, évidemment, bah, tant que tu ne le vois pas arriver. Mais quand le Covid est arrivé, je me suis dit, merde, si ça se trouve, c'est le truc qui va faire basculer le monde, tel que beaucoup de gens et des érudits de très très haut niveau qui avaient occupé des postes très importants me l'avaient expliqué. Puis c'est venu aussi me chercher parce que j'ai été maître de conférence à l'ENA, donc j'avais aussi discuté avec pas mal de gens qui occupent des postes dans l'administration française et des gens remarquables, des gens brillantissimes qui bossent 60 heures, 80 heures, 100 heures par semaine sur des dossiers complexes, etc., etc., qui m'avaient aussi un peu expliqué tout ce qui se mettait en place. Et là, ça a fait un déclic. Alors, je l'ai vécu professionnellement, j'ai pris une énorme claque parce que la plupart de mes clients, comme tu le sais, il y en a en Tunisie, il y en a en Haïti, il y en a au Canada, etc. Donc, le fait de pouvoir se déplacer, ça a sauté. Et puis, eux aussi ont été un peu pris de court, ils ont été même sidérés, vraiment au sens propre du terme. Donc, il y a eu quasiment une année de flottement total. Et puis, ça y est, ça commence à reprendre. Ils ont compris qu'en ligne, on pouvait faire des choses, qu'en ligne, on pouvait quand même coacher, mais que ce n'est pas la même pédagogie, ce n'est pas la même façon de faire. Et c'est même d'ailleurs une adaptation que j'ai dû faire dans le temps. Et puis, après, eh ben, en fait, par rapport à mes émotions, par rapport à mon niveau d'empathie, je me suis dit, bon, aujourd'hui, les gens sont choqués, ils sont sidérés, ils ont peur, et puis la peur est très fortement entretenue. Donc, ils ne savent pas par quel bout prendre le système. Ils ne savent pas pourquoi, parce que, évidemment, sauf les gens qui, j'allais dire, sont un peu éveillés comme moi et qui ont touché à plein de sciences ou à plein de domaines et qui ont rencontré des gens complètement différents. Parce que moi, j'écoute les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. J'essaye de me faire mon idée. Je refuse vraiment de rentrer dans une doxa totale. Et je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose à faire. Et en reprenant toutes les études que j'ai faites sur la symbiocratie, je me suis dit, en fait, ce livre, j'ai écrit en 2015, mais Oui. il correspond à aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais 5 ans d'avance. Justement, j'allais rebondir dessus parce que c'est un très très bon livre. Être leader dans un monde nouveau, créer du bonheur et de la richesse, édition La Semaine. Moi, j'ai relu ce livre-là avant de t'interviewer parce que je l'ai lu il y a 5 ans déjà. Et c'est marrant, je me suis dit, 5 ans d'avance, un monde nouveau. On parle de New Never Normal ou le nouveau jamais normal. Et là, tu as anticipé le truc déjà parce que Absolument. c'est pas uniquement à propos
de la génération et le changement du mindset, mais aussi tu as anticipé qu'il y aura un chamboulement complet du monde entier et il faudrait changer de posture, de leadership. Et c'est pour cela que je te pose la question, c'est quoi le leadership pour toi? Alors, si tu veux, en fait, ça, tout ce que je viens de te dire sur le fait d'anticiper, de comprendre, etc., j'en parle même dans le livre, je crois, j'ai une Ouais, phrase sur laquelle je parle du chaos. Voilà, bah ça c'est le résumé en fait de ce que je suis. Et alors le leadership, en fait, j'ai repris les travaux de comment il s'appelait Thévenot et Boltanski, ouais. que j'ai effectivement réexploité et que j'ai enrichi avec ce qu'on avait découvert, parce que la question s'est posée en se disant, ben, tout le monde parle de leadership, c'est dans tous les journaux, c'est partout, mais Ouais. ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi? C'est quoi un leader? Et en fait, la plupart des gens qu'on nous montre comme des leaders, ce ne sont pas des leaders. Ce sont des gens qui ont éventuellement du charisme, ce sont éventuellement des gros égaux, ce sont des gens de théâtre un petit peu, ce sont des chauffeurs de foule, comme on appelle ça, mais ce ne sont pas des leaders. Et Hmm. en fait, la définition du leader auquel nous sommes arrivés, en reprenant celle de Boltanski et Thévenot, c'est qu'un leader, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre ce qui se passe, justement, et de créer des chemins nouveaux. C'est Et, intéressant. d'entraîner les autres à rentrer dans ces chemins nouveaux, à les, j'allais dire, non pas même pas les persuader, à leur donner envie de rentrer dans ces chemins nouveaux. C'est un peu la phrase que j'ai écrite sur la première slide que tu as en ta possession, Oui. euh, et que tout le monde peut éventuellement photographier si vous le souhaitez, puisque c'est cadeau, c'est pour tout le monde. Hein, c'est vraiment l'art et la manière d'imaginer un monde nouveau. Alors, un monde nouveau, ce n'est pas forcément, j'allais dire, de la technologie, de l'intelligence artificielle, des choses extraordinaires. C'est ce qu'ont fait certains, je prends les restaurateurs, certains ont imaginé de pouvoir maintenant faire du click and collect. Il y en a d'autres qui ont imaginé d'aller faire la cuisine chez les uns, chez les autres. Et puis, il y en a d'autres qui se sont dit, alors on va se mettre autour de la table et on va voir comment on va mettre en symbiose les talents, les potentiels humains et matériels, les contextes, les cultures et les différences. J'insiste beaucoup là-dessus parce que beaucoup de HP, HPE, HPI sont des ressources extraordinaires à l'heure qu'il est pour les entreprises. Et comment mettre tout ça en harmonie et créer du sens et de la valeur, parce qu'il faut quand même qu'on crée du sens et de la valeur. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et pour moi, un vrai leader, c'est vraiment quelqu'un qui a cette particularité. C'est-à-dire que si je prends par exemple ce qui se passe chez un de mes clients, on a un contrat qui arrive, c'est un contrat dans la menuiserie, et puis on se dit, OK, on a ce client-là, voilà les contraintes du fait du Covid. Hein. Maintenant, comment ensemble on va pouvoir le livrer le client dans les délais, et chacun va participer justement à apporter son talent, apporter sa différence, apporter aussi sa culture pour pouvoir créer et livrer le client dans les meilleures conditions possibles, malgré les contraintes. Et là, il y a beaucoup de créativité qui est en train de se Hmm. mettre en place pour pouvoir justement répondre à ça. Donc pour moi, c'est ça un leader aujourd'hui. C'est intéressant, hein. Dr Haider Berry, qui est coach aussi, dit les inspirer à entrer dans des chemins nouveaux, c'est intéressant. Mounir Ambal, qui est coach professionnel, dit waouh, c'est créer du sens et de la valeur. Autrement dit, c'est créer du bonheur. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, je salue tout le monde qui sont en train d'interagir avec nous sur Facebook, sur le live. Et tu as créé ce concept de leadership symbiocratique tout en utilisant le concept de la symbiose. Un bio, absolument. Et ça, c'est intéressant. Mais euh, c'est une question qui se pose. Comment tu as pensé à ça il y a 5 ans, il y a 6 ans? Peut-être tu as pensé à ça il y a plusieurs années, mais tu as concrétisé ça dans ton livre il y a 5 C'est ans. ça. Hmm. En fait, si tu veux, ça vient pas comme ça, comme un déclic. C'est tout un travail. C'est un truc auquel tu penses le jour, la nuit, sous ta douche, en conduisant, etc., etc. Et plus tu regardes le monde, plus tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Plus tu te rends compte que, par contre, il y en a qui fonctionnent très très bien. Et, et donc, avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, on s'est dit, mais il y a des gens qui
franchissent les étapes à longueur d'années, de siècles, quelles que soient les situations sociales, quelles que soient les pandémies, quelles que soient les origines ethniques, quelles que soient, je veux dire, les croyances religieuses, etc., etc. Et pourquoi il y a des gens qui fonctionnent comme ça, qui sont assez minoritaires dans l'ensemble, et pourquoi il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas comme ça. Et c'est ça, en fait, ça a été tout le départ de cette réflexion et de cette étude. Et on s'est aperçu, en fait, en reprenant aussi les travaux d'un certain nombre de gens sur le vrai leadership, qu'en fait, c'est un phénomène de symbiose. Pourquoi? Parce que la définition de la symbiose, ce sont quand des espèces hétérospécifiques mettent en commun leurs talents, leurs compétences, leurs richesses pour développer des bénéfices mutuels et réciproques. Or, dans une entreprise, des espèces hétérospécifiques, bah, tu as le marketing, tu as la communication, tu as la finance, tu as les ressources humaines, Ouais. tu as l'informatique, ils ne parlent pas les mêmes discours, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils doivent tous rendre des comptes, et pour un résultat commun. Donc, il y a là, si tu veux, ce manque de symbiose qui existe, parce qu'en plus, très souvent, ils sont en silo. C'est intéressant. Mounir Ambal qui pose la question, est-ce que c'est le leadership transformationnel? Est-ce que la Ah bah, symbiocratie, c'est le leadership transformationnel? ça va transformer, mais il faut bien intégrer que cette transformation, elle est permanente. C'est-à-dire que nous sommes dans, d'abord par rapport au choc actuel du fait de la pandémie, nous sommes dans un choc de transformation. Tous ceux qui sont encore en train de penser, en train de se dire, oui, mais avant c'était mieux. Oui, mais qu'est-ce que je vais devenir? Oui, mais je risque de perdre. Tout cela vont effectivement souffrir beaucoup plus que les autres. Mais je reconnais que ce n'est pas simple de changer ce mode de fonctionnement, puisque c'est celui qui existe depuis des centaines d'années. On nous a appris qu'il fallait travailler, cotiser, avoir son petit pactole, préparer sa retraite et attendre de mourir tranquillement. En gros, hein, je fais une Oui, caricature. oui. Bon, mais ça, c'est fini. On va rentrer dans un monde complètement différent et ne s'en sortiront là tout de suite maintenant que ceux qui vont justement partager et entraider et qu'on va comprendre qu'il ne s'agit plus peut-être d'avoir des tarifs à la journée, à l'heure, à la minute. Et moi, je le fais souvent avec des gens qui me demandent de l'aide. C'est, je leur dis, bon, bah, j'ai besoin de payer mes factures, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin, on a tous besoin d'un De vivre. minimum Oui. de vivre parce que le monde est comme ça. Mais ma question, c'est de dire, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et Oui. beaucoup de gens me disent, bah, je ne sais pas. Parce qu'on ne se pose Alors, à pas cette l'intérieur de... question. Oui, parce que l'échange, le commerce, c'est un échange. Et donc, la question, c'est de dire, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et donc, ça m'est arrivé, par exemple, de former une équipe de vendeurs chez un concessionnaire automobile. Et puis, en échange de quoi, il m'a prêté une voiture pendant 6 mois. Voilà, on recommence à Troc, faire du quoi. troc. Du troc, voilà. Voilà. Bon, mais qu'est-ce que ça a de mal, justement, à faire ce genre de choses? Voilà. Et évidemment, ce n'est pas du cash. Parfois, c'est difficile de payer son loyer avec ça, mais en attendant, ça dépanne. Donc, et voilà. Et puis, avec toute entreprise, on peut, ou avec toute personne, on peut trouver des choses. J'ai eu, par exemple, un jeune que j'ai coaché qui est dans les médias sociaux, etc. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et donc, alors, bon, lui, il s'était engagé à faire un certain nombre de prestations. Et puis, malheureusement, des circonstances externes ont fait qu'il n'a pas pu. Mais voilà, typiquement, aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi et qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et là, on est en train de développer du leadership. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais chercher le talent de l'autre. Oui. Ce n'est pas son diplôme qui m'intéresse. Et lui offrir mon talent aussi. Ce sont ses valeurs, c'est sa culture. Absolument. Donc ça, c'est mon dessin de la symbiocratie, si tu veux. Ce sont les... Je vais chercher chez l'autre sa culture, ses talents. Si tu veux mettre le dessin, comme ça les gens vont bien voir, c'est la slide numéro 2, si ma mémoire est bonne. Oui. Et donc, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens sur leurs talents, sur leur culture, sur après ce que j'appelle l'ambition altruiste. Et donc, je vais revenir sur ce dessin pour bien l'expliquer. En fait, le monde entier, le cosmos, l'univers, le corps humain fonctionnent sur 3 choses, les datas, des flux et des interactions. La moindre de nos cellules est chargée d'informations.
Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans des philosophies, dans des études scientifiques compliquées. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ces cellules, eh bien, elles créent des flux entre elles, donc elles provoquent des interactions. Et quand ces datas sont positives, quand ces flux énergétiquement sont positifs, en fréquence haute, comme on appelle ça, eh bien, les interactions vont être positives. Et comment faire pour que ces interactions soient positives? Eh bien, voilà le schéma que je propose dans les entreprises. On va travailler sur les valeurs, sur la culture, l'ambition altruiste, profondément notre raison d'être. Et les valeurs humanistes, alors il y a des patrons qui me disent, bon, tout ça c'est bien philosophique, mais une valeur humaniste, ça ne fait pas gagner d'argent. Et je dis, détrompez-vous, parce qu'une valeur humaniste, c'est un comportement. Et un comportement, ça amène à un résultat. Et un résultat, ça se mesure. Donc une valeur humaniste, on peut la mesurer. Alors là, on commence à rentrer dans le concret avec des outils de management, de ressources humaines, et on va travailler sur le discours et les attitudes pour atteindre des résultats qui soient à la fois humains et financiers. Voilà, je vais dire un peu en synthèse, la mécanique. Mais il y a des choses encore plus importantes qui viennent derrière ça, et ça, je m'en suis aperçu grâce à la crise du Covid, c'est que un certain nombre de gens venaient me voir en me disant, votre truc, c'est pas mal, mais je sentais qu'il y avait un blocage quelque part. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que beaucoup de gens rêvent de passer à autre chose, mais ils sont encore pris dans le passé. Ils sont encore dans la peur. Il y a un niveau de peur aujourd'hui et de stress et d'angoisse qui est absolument phénoménal et qui est en train de créer des dégâts incroyables sur le plan humain. Et je dis, OK, donc j'ai repris un travail là-dessus et je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque pour accélérer le processus et faire en sorte que les gens se développent encore plus. Et là, si tu veux remettre la caméra, j'ai travaillé sur un autre support. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai développé. Tout le monde peut éventuellement le connaître. Je vais mettre le titre à l'endroit parce qu'il est dans ce sens-là. Peut-être que tu connais ce livre. Oui, c'est Le pouvoir de la vulnérabilité. Voilà. c'est intéressant. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à travers du schéma de la symbiocratie, ce que je demandais aux gens, eh bien, c'était de reconnaître qui ils étaient, de mettre sur la table leurs talents, c'est-à-dire leur tripe, leur cœur, leur âme. On rentre un petit peu dans une dimension de spiritualité. Et je ne parle pas de religion, hein, parce que je travaille avec des gens de toute religion en la plus parfaite bienveillance. Et donc, c'est Et comment vraiment tu une définis la dimension de… spiritualité? Ben, en fait, c'est cette dimension qui nous permet peut-être de, ce que j'appelle, moi, avec mes mots, de nous connecter avec plus grand que nous et de nous connecter avec les autres. C'est cette dimension que les scientifiques, quand ils parlent du quantique, quand ils parlent de synchronicité, quand ils parlent, j'allais dire, de communication à distance, etc., eh bien, c'est cette dimension qui nous permet justement d'avoir accès à ces données et ce qui fait que, effectivement, et puis moi, je peux pas reconnaître, je peux pas dire que ça n'existe pas, puisque j'ai été inspiré, j'allais dire, tout au long de mon parcours, où très souvent, on m'a pris un peu pour un zombie, pour un mec qui avait fumé la moquette, et en se disant, mais il voit des trucs. Je me souviens encore, j'avais 18, même pas, oui, 18, 19 ans, et je faisais le disque jockey dans les soirées pour gagner mon argent de poche. Et un jour, j'ai dit au garçon qui avait cette entreprise, je lui ai dit, tu sais, dans une dizaine d'années, tout sera micro et on aura plus tous ces kilos à charger, décharger avant et après. Et il m'a dit, ouais, t'es un rêveur, ça n'existera jamais. Tu es plutôt Ça marche. visionnaire, oui. Bon, et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que pour moi, et c'est ce que j'explique souvent, c'est que je capte des évidences, si tu veux. Oui. Et quand justement tu as cette dimension spirituelle, qui n'est pas forcément une dimension religieuse, et que tu regardes le monde et que tu écoutes le monde, tu as ces informations qui viennent. Mais c'est vrai qu'il faut ouvrir son cœur et ouvrir ses émotions. Moi, j'ai eu la chance de naître HPE et donc d'avoir ces émotions qui sont très gênantes d'ailleurs pour les gens qui peuvent m'entourer de proches ou de loin, qui dérangent. Mais bah, je suis comme ça. Et puis, et quand la Covid est arrivée, j'ai dit à des gens, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, vous n'avez rien vu. Et dans l'année ou les 2 ans qui vont venir, vous allez vivre des catastrophes. Voilà les décisions que vous devez prendre maintenant. Et beaucoup m'ont dit, mais
tu es un malade, on en a pour 3 mois, dans 3 mois, on est sorti. Voilà. Et donc, si tu veux, c'est très important cette dimension de spiritualité parce que c'est au-delà de la religion, c'est vraiment le fait de se connecter à plus grand que soi et de se connecter aux autres. Moi, je voudrais revenir sur quelques interactions. Il y a Marouane qui est spécialiste de la PNL. Il dit c'est intéressant aussi de voir que les gens ignorent en partie leur talent. On n'arrive pas à en saisir l'importance ou la valeur. Merci pour ce beau partage. Je Oui, reviens à Laila qui dit super intéressant, qui est coach pro. Elle dit c'est super intéressant pour chercher le talent chez l'autre. Boudour Lahzami, qui est spécialiste en entrepreneuriat, elle dit être en symbiose avec le monde en perpétuel changement, mais c'est une dynamique en boucle, une chaîne de valeur de chacun. c'est ça. Oui, tout à fait. C'est une dynamique qui est, enfin, je dirais même qui est en spirale d'évolution. Ouais, Parce que en boucle, bon, il y a un côté, on tourne en boucle, mais c'est une dynamique en spirale d'évolution. Et alors, il y a des gens qui le trouvent à travers la méditation, hein. Il y a des gens qui vont simplement se promener pendant 1 heure, 2 heures dans la forêt, écouter les oiseaux, discuter, etc. Mais c'est fondamental de s'ouvrir à ça. Parce que, et ça, c'est la troisième slide que ouais. tu peux mettre. Voilà. Et parce que justement, qu'est-ce qui se passe quand on s'ouvre à ça? C'est qu'on capte des informations, ce que j'appelle des data pour ceux qui sont branchés sur l'informatique. Mais donc, on va enrichir notre culture de 1000 choses qu'on ne connaît pas. Et je dois reconnaître le premier que pendant un certain temps, j'avais du mal à m'ouvrir à des choses qui m'emmerdaient, qui ne m'intéressaient pas, etc. Et puis, j'ai fait l'effort, un peu, mes enfants m'ont bien aidé là-dessus, à découvrir des choses complètement différentes. Et ça m'a enrichi, ça m'a apporté des idées nouvelles, et ça est venu enrichir la culture que j'avais, et c'est venu se confronter avec les autres idées que j'avais. Et de ce fait, ça m'a permis de créer des choses nouvelles. Et surtout, ça nourrit ce que j'appelle l'ambition altruiste. Et pour tous les coachs qui sont là, c'est vraiment important d'aider les gens à découvrir leur ambition altruiste. L'ambition, c'est vraiment un moteur. Et l'altruisme, c'est l'essence de l'ambition. C'est-à-dire, plus je vais me nourrir de ce que je disais tout à l'heure, en ouvrant mon âme, en ouvrant mon cœur, en m'ouvrant à cette spiritualité, quel que soit le moyen, eh bien, je vais donc nourrir cette ambition altruiste et trouver, sans doute, peut-être un jour, une idée, comme certains en ont eu d'autres, pour aider le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de business sans les autres. Il faut être très, très clair. Et que ce n'est Oui. pas parce qu'aujourd'hui, on a un commerce qui risque de mourir que demain, on n'a pas d'autres talents pour faire autrement et pour créer autre chose. Et peut-être qu'il faudra le faire ensemble. Moi, je pense aux restaurateurs parce que c'est une catastrophe économique absolument insensée, et aux gens qui ont des cafés-restaurants, etc., etc. Mais peut-être qu'ils vont devoir se regrouper à 3, à 4, à 5 pour créer une nouvelle forme de prestation par rapport à ce qui leur arrive aujourd'hui. J'en sais rien. Je dis simplement, mettons-nous autour de la table et ouvrons nos cœurs, ouvrons nos âmes, parlons de nos peurs et expulsons tout ça pour pouvoir construire autre chose autrement. Mais si on ne parle pas, si on n'ouvre pas son cœur, si on n'ouvre pas son âme, eh bien on passe à côté d'un nombre d'informations incroyables. Et bon, c'est arrivé souvent, et ça se fait aussi parfois dans ce qu'on appelle j'ai oublié le nom, cette méthode qui est utilisée euh, où on utilise un petit peu toutes les notions de conscience collective, etc. Eh bien, quand on met les gens autour d'une table et que la personne expose son problème et qu'on est plusieurs dans la bienveillance à jouer le rôle de façon théâtrale, à reprendre les idées, il y a des idées qui fusent, c'est absolument incroyable. Mais aujourd'hui, à cause de la peur et à cause du fait que nous soyons distanciés sur le plan humain, sur le plan social, eh bien, on a perdu tout ça. Et je le fais régulièrement. Là, le vendredi 5 février, il y aura un Zoom ou sur un truc qui s'appelle Devenir. Et je dis aux gens, eh bien, on part d'une page blanche et écrivez votre devenir, le devenir dont vous rêvez. Mais ne vous dites pas, ah, je ferais bien ça, mais ce n'est pas possible. Ah, mais je ferais bien ça, mais en ce moment, on ne peut pas. Non, exprimez votre devenir, puis on va certainement se retrouver une dizaine ou une vingtaine, et on va commencer à échanger là-dessus. Mon idée, c'est de faire des groupes de parole autour justement du talent, du devenir, pour que les gens
puissent prendre conscience, un, on n'est pas tout seul à être dans cette situation-là. Deux, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Donc, je vends la soirée 5 euros, donc je peux te dire que c'est juste pour payer les frais techniques. Hein. Mais bon, puis comme c'est un don, il y en a qui n'ont pas les moyens, puis qui ne paieront pas 5 euros, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que, et je suis toujours dans la qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est-à-dire, est-ce que tu vas en parler? Est-ce qu'on va se développer? Est-ce qu'on va finir par faire un groupe où il y aura 500, 1000, 2000 personnes pour que justement cette dynamique collective, au-delà, et c'est ça, c'est la magie d'Internet, au-delà des frontières, au-delà des pays, au-delà des cultures, au-delà des religions, on puisse ensemble. Et donc là, je prends effectivement un rôle de leader complètement symbiocratique. C'est intéressant parce que dans ton livre, tu donnes une deuxième chance quelque part. Il y a quelques jours, j'ai partagé un dicton de Steve Jobs où il dit If you want to make everyone happy, sell ice cream don't be leader. Il y a un ami qui a sauté sur l'occasion pour me dire écoute, Steve Jobs n'est pas le bon modèle de leadership. Dans ton livre, tu en parles et tu parles d'un leader plus ou moins symbiocratique. Tu dis même que c'est l'ancêtre de Steve Jobs, ça pourrait être Scipion l'Africain. Hein, tu fais cette comparaison assez intéressante. Donc pour toi, parce que Steve Jobs, réellement, à un certain moment, il n'a pas été dans la bonne posture. Hein. Il était plutôt écrasant, Ah oui, oui, oui. pas trop empathique, etc. Et après, il y a eu un basculement complet. Donc, si tu peux en parler un petit peu. Alors, j'ai pris Steve. Alors, en fait, la recommandation que je vais donner à tous ceux qui livrent des biographies ou des histoires de vie de ce genre de personnages, ce qui est intéressant, c'est de le lire à plusieurs niveaux. Oui. D'une part, l'histoire qui est sympathique, qui peut être inspirante, mais c'est aussi le deuxième niveau, c'est de voir comment le personnage fonctionne. Et le troisième niveau, c'est quelles sont ses interactions avec les autres. Et en fait, quand, grâce à un de mes mentors, j'ai lu Scipion l'Africain, bien avant d'ailleurs d'avoir lu la biographie de Steve Jobs, puisqu'on avait commencé les travaux bien avant qu'il décède et que sa biographie, puisque c'était le roi du marketing, est sortie quelque temps juste après qu'il soit décédé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, c'est bizarre, on va relire les deux, mais ils ont un mode de fonctionnement qui est similaire. Et là, je parle sur le plan psychoneurologique. Et on s'est aperçu qu'effectivement, à l'origine, alors évidemment, Scipion l'Africain était beaucoup plus structuré, et puis il a été formé à l'école romaine, donc dans des conditions certainement beaucoup plus hardes que Steve Jobs, mais le démarrage de l'empire Apple, parce que là je parle du démarrage, était fondé sur ce mode de fonctionnement. Oui. Après, effectivement, il est devenu riche, célèbre, il a pété un câble, et c'était certainement pas un leader recommandable. Enfin, c'était certainement pas un leader, c'était un capitaine d'industrie pur et dur, point barre. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, vous voulez développer du business, vous voulez vous adapter dans un monde nouveau, regardez comment ces gens-là ont démarré. Ne jugez pas les gens sur ce qu'ils étaient pendant leur vie, ou regardez comment ils ont démarré. C'est là où se trouve la clé. C'est pas après en se disant oui, mais il était puant, et non, on s'en fout. Comment il a démarré. Et vous allez vous apercevoir que ça correspond à des modes de fonctionnement. Et notre idée, on peut par des exercices s'adapter et développer des compétences. Voilà. Et donc, c'est pour ça que dans mes formations, j'utilise l'hypnose ericksonienne, j'utilise la méditation, j'utilise aussi des techniques de médecine quantique ou de médecine, mais qui permettent aux gens de rentrer dans cette dimension. Et donc, effectivement, il y a des gens qui bloquent, il y a des gens qui rêvent de pouvoir aider les autres, ils rêvent de passer un cap différent, mais ça veut dire qu'il va falloir livrer son âme, son cœur, et se développer à une dimension spirituelle. Et ça passe par un certain nombre d'étapes. Et ces étapes-là, en fait, eh bien, hop, vas-y. Oui. Voilà. Et ces étapes-là, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, si on veut, alors certains diront ouvrir nos chakras, capter de l'information, etc. C'est un travail, j'allais dire, de toute la vie. Mais c'est un travail qui vaut la peine parce que je peux vous dire que le matin, on se réveille quand même dans des conditions psychologiques
nettement meilleure parce qu'on sait qu'on a une valeur, on sait qu'on est utile, on sait qu'on peut apporter quelque chose au monde, etc. Mais pour acquérir ça, il va falloir avoir ce que j'appelle, et on le retrouve, je crois, si ma mémoire est bonne, dans les exercices de Saint Ignace de Loyola, de développement, qu'on peut appeler aussi de développement personnel, c'est-à-dire qu'il y a un exercice. Le premier exercice, c'est ce qu'on appelle la confession, c'est-à-dire, allez, on va mettre sur un papier blanc, j'ai fait un certain nombre de conneries, j'ai triché, j'ai menti, j'ai trompé, quel que soit, il faut se libérer de tout ça, déjà. Ensuite, il faut apprendre à se pardonner. Ça, et dans le livre, il y a un livre qui s'appelle Le Pardon, d'ailleurs, et du même auteur que Se mettre à nu. Voilà. Mm. Et ensuite, c'est de se trouver un coach ou quelqu'un, ce qu'on appelait autrefois un confesseur, qui va pouvoir nous permettre de rentrer dans cette dimension pour se pardonner à soi-même. Et ensuite, c'est de se dire, OK, maintenant, c'est quoi mes engagements de moi vis-à-vis de moi et de moi vis-à-vis du monde? Et ça demande 90 jours de boulot, parce qu'on le sait, au niveau du cerveau, il faut 90 jours pour, j'allais dire, reformater les choses. Et c'est donc accessible. C'est un travail de volonté. On peut se faire aider, on peut se faire accompagner. Il y en a qui ont la chance peut-être d'avoir un conjoint ou une conjointe qui aura suffisamment de bienveillance ou d'empathie pour nous accompagner là-dedans. Il y en a d'autres qui prendront un coach, il y en a d'autres qui prendront un copain. Et puis, il y aura aussi ce que je suis en train de créer, des groupes de parole où on va pouvoir s'entraider les uns les autres parce que ce qui va se passer, c'est que comme il y aura du monde en ligne, eh ben, vous pourrez échanger vos adresses, prendre contact si vous habitez pas trop loin l'un de l'autre ou même rester en ligne pour justement développer cette ambition altruiste et construire des choses ensemble. Il y a des choses magnifiques à faire. Et j'allais dire, c'est tout ce qui m'anime aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation où on doit considérer que ce que nous avons appris, nos diplômes, notre par cœur, c'est peut-être pas ça qui va nous faire traverser la crise. C'est très intéressant. Il y a Hanen qui dit personne n'est parfait, toutefois on prend la force des personnes qui ont réussi indépendamment de ce que j'appelle des détails qui peuvent nous faire passer à côté des grands apprentissages. De toute façon, moi je suis fan de Steve Jobs, je mentionne un point très important. Il y a eu, très important, il y a eu la phase de l'avant-réussite. Après, il y a eu la réussite et l'ego surdimensionné. Et après, le fait qu'on l'a éjecté de l'entreprise et le fait de revenir en 2007 pour redresser Apple, c'était une autre phase et il y a eu un style de management et une posture de leadership super symbiocratique. Donc, c'est intéressant. C'est des phases, c'est des incidents, c'est des apprentissages. Il a beaucoup appris de ses expériences. Sausan Lakhal, qui est coach professionnel, elle dit « Quelles sont les conditions de réussite de la symbiocratie ?» Sur le plan purement humain, c'est d'ouvrir son cœur et son âme. Si un manager ou un directeur d'entreprise refuse ce point-là, on va avoir beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que l'impact sur l'ensemble de l'entreprise, quelle que soit sa taille, d'un patron, d'un manager qui dise OK, j'ai déconné, OK, j'ai merdé, OK, j'ai pas su vous écouter, mais j'ai besoin de vous pour passer dans cette dimension. Eh bien, rien que ça transforme l'entreprise. Parce qu'il met sur la table exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est exactement comme dans un couple, c'est OK, j'ai merdé, OK, j'ai fait une erreur, mais j'ai besoin de toi pour changer et passer à autre chose. Après, c'est un problème d'engagement, c'est un problème de valeur. Mais quand on le fait dans une entreprise, c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut développer un potentiel. Pourquoi? Parce que très bizarrement, vous avez des talents dans les entreprises qui sont absolument incroyables, de gens qui n'osent pas les exprimer. Et quand ces gens-là, ils vont tout de suite venir en aide aux dirigeants et aux managers. Quand un manager dit « je suis dans la merde, je n'ai pas de solution, je ne sais pas comment faire, j'ai besoin d'en parler avec vous, j'ai besoin de votre aide », eh bien, c'est là-dessus qu'il va gagner. Et ça, c'était la force de Scipion l'Africain. C'est intéressant. Et si on regarde l'ancien modèle ou les modèles existants du leadership, on parle de leadership de situation de Ken Blanchard, on parle de l'intelligence émotionnelle, le leadership émotionnel de Daniel Goleman et autres. C'est intéressant parce qu'on est en train de catégoriser les gens
selon leur énergie, leur potentiel, de mener les autres, de donner des instructions, de cadrer, de dispatcher les rôles, etc. Mais d'après ce que je comprends, Didier, la symbiocratie ou le leadership symbiocratique, il est plus ou moins à la portée de tout le monde si on ouvre plus nos âmes, nos cœurs et on développe plus d'empathie. Absolument. En fait, le leadership, ce que j'enseigne, c'est vraiment le premier volume de l'intervention, c'est qu'un leader symbiocrate, comme je les appelle maintenant, c'est quelqu'un qui est capable de développer le leadership des autres. Oui. Voilà, c'est vraiment ça la base. Un vrai manager et aujourd'hui, avec la crise du Covid, on a besoin de cette intelligence collective, on a besoin de cette créativité collective. Eh bien, un vrai manager, c'est celui qui va être capable de développer le leadership des autres, c'est-à-dire de faire en sorte que les autres aient de la créativité, imaginent des chemins nouveaux, voient les effets systémiques dans les équipes et dans les entreprises et avec le monde extérieur. Et c'est ça le vrai boulot d'un manager aujourd'hui dans l'époque où nous sommes. Et tous ceux qui vont rester ancrés sur du command-control, hein, comme tu le disais à l'instant, eh ben, ils sont morts, ils sont complètement morts, parce qu'à distance, on n'a plus l'émotion. À distance, on n'a pas l'interrelation physique avec les gens. Et il faut redonner du pouvoir aux gens qui sont derrière leur écran. Il faut leur redonner de la confiance. On s'en fout de savoir s'ils sont en pyjama ou s'ils se mettent derrière l'écran à 6 heures du matin, qu'ils s'arrêtent pendant 2 heures pour aller chercher les enfants, les nourrir, les ramener à l'école et qu'ils se remettent au boulot ensemble. C'est complètement ridicule. On n'est plus là-dedans. Le but, c'est de faire en sorte de redonner ce pouvoir de symbiose aux gens qui bossent ensemble. Et tu es, Et c'est ça la clé. Et c'est ça la clé. Oui, je t'en prie. Laila Benblik, qui est docteur aussi coach, elle dit c'est une sorte de reconnaissance et de la valorisation des collaborateurs. En général, ça développe leur appartenance et leur engagement. Donc, Boudour dit redorer le grand tâche de l'humain. C'est assez intéressant. Est-ce que ça peut converger Alors, vers le... Oui, excuse-moi, je vais rebondir sur le mot de Boudour quand il dit redorer. C'est vraiment nourrir les humains avec tout leur potentiel, leur faire prendre conscience de tout leur potentiel. C'est vraiment les nourrir sur leur cœur, sur leur âme, pour qu'ils changent de posture et qu'ils soient fiers d'être ce qu'ils sont et fiers d'appartenir à cette équipe. moi, je souhaiterais revenir sur un point que tu as mentionné tout à l'heure et qui m'a intrigué. C'est chiffrer ou calculer les valeurs humanistes. Mais tout le monde, tous les managers, tous les grands dirigeants disent que ça, c'est pas chiffrable. Ça, on peut pas le concrétiser réellement. C'est philosophique. Mais comment on peut le faire sur une échelle? La valeur humaniste, c'est très relatif. Oui, c'est très relatif. Il y a des logiciels qui commencent à rentrer là-dedans. Pourquoi c'est chiffrable? Parce qu'une valeur, c'est un comportement. Et quand, dans une description de poste, on va rentrer les comportements qui correspondent aux valeurs de l'entreprise par rapport aux objectifs, au marché de l'entreprise, et qu'on va faire des entretiens d'évaluation. Et les entretiens d'évaluation, en fait, la part d'évaluation des comportements doit être aussi importante que la part qui correspond aux résultats. C'est un peu comme si je dis à un tennisman ou un footballeur, ce sont tes comportements qui feront qu'on va gagner le match, et non pas le fait que tu te sois éventuellement entraîné 10 ou 20% de plus que les autres, ou que tu aies gagné un ou deux buts. Pourquoi il y en a qui marquent plus de buts? Parce qu'ils sont servis par les autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont allés tout seuls à traverser le terrain. Bon. En conséquence, c'est important d'intégrer ça dans les outils de gestion de ressources humaines, ces foutus comportements évidemment, des gens ont encore beaucoup de mal à décrire, beaucoup de mal à expliquer, mais on ne change pas la culture d'une entreprise parce qu'il s'agit vraiment d'un changement culturel au niveau d'une entreprise. Et la symbiocratie, c'est un impact là-dessus. Et ce changement culturel, eh ben, il est nécessaire parce que quand on rentre dans un monde nouveau, mais qu'on ne parle pas le langage de ce monde nouveau, ben, on va rester en arrière. Et ce changement culturel, il est fondamental, mais ça ne se fait pas en 48 heures. C'est un boulot de 2-3 ans pour faire évoluer la culture. Mais la rapidité avec laquelle les gens, les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise, les cadres intermédiaires, s'accaparent l'outil
parce qu'ils y trouvent un bonheur, ils y trouvent de quoi respirer, de quoi créer, de quoi être reconnu, comme disait tout à l'heure la coach dont j'ai oublié le nom. Ben, Boudour, à oui. Ah, partir de ce Laïla, voilà. moment-là, oui, Laïla, oui, et ben, elle a complètement raison, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place des outils qui vont permettre de formaliser ce changement culturel, ce changement de posture, donc d'être reconnu. Ce n'est pas pour ça que ça va changer le salaire, hein, mais au moins on a la fierté d'appartenir à quelque chose. Et là, on va faire la différence par rapport aux concurrents sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, les clients attendent, il y a des nouvelles valeurs qui sont en train d'émerger. Par exemple, peut-être que certains d'entre vous connaissent les créateurs de culture ou les créatifs culturels avec ces grandes tendances, ces grandes valeurs sur la consommation raisonnable, sur la gestion des déchets, sur bon, il y en a plein, L'écologie, etc. Oui. l'écologie, etc. Et les respects humains, des droits humains, des enfants, des femmes et compagnie. Eh bien, la dernière étude que j'avais vue en juin 2018 disait qu'il y avait à peu près 34% de la population occidentale qui était sensible à ça. Or, quand on posait la question aux gens en disant est-ce que tu penses qu'il y a combien de pourcents, la plupart des gens disent pour peut-être 10% grand maximum. Donc déjà, il y avait 34. Mais après le Covid, on est à 54. Hmm. Donc ce choc-là n'est pas neutre. Et pour les entreprises, si elles ne basculent pas dans cette dimension, il va se passer des choses. Et je parle de là aussi bien pour un cordonnier que pour un tailleur, que pour une grande surface, etc., etc. Il faut drastiquement réinventer les façons de faire. Or, aujourd'hui, ils ne les réinventent pas. Ça nous emmène à une autre question intéressante, venant de H. de Fredwick, qui dit comment peut-on garder toutes ces notions au cours de cette pandémie et on est en télétravail, donc cette dimension plus ou moins ou ces pratiques humanistes sont face à des obstacles technologiques. On n'est plus dans Alors, la personne. oui, absolument. Les quelques managers que je forme en ce moment, je les forme à poser une première question quand ils ont d'abord faire du one-to-one et non pas forcément du groupe à chaque fois. Alors évidemment, pour eux, c'est un investissement en temps et en émotion qui est beaucoup Et plus en fort énergie, oui. et en énergie. On le sait, quand on a passé 4 heures en ligne au bout d'une journée, on est presque plus fatigué que quand j'ai passé 8 heures en formation debout. Donc, mais c'est vraiment de poser la question en disant, bon, raconte-moi comment tu vas. Dis-moi ce qui ne va pas et dis-moi ce qui va. Et puis, même si c'est au niveau du boulot, tout va bien, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas et que tu aurais besoin d'exprimer? Donc, le manager, il commence à avoir un rôle de coach. Il commence à avoir un rôle d'écoute. Évidemment, il est tenu au secret. Évidemment, il est tenu au respect d'un certain nombre de confidentialités. Et c'est grâce à ça que petit à petit, on va aider les gens à sortir de leur peur, de leur torpeur, etc. Parce qu'il va encore se passer des choses qui malheureusement vont être peut-être catastrophiques. Donc, il va y avoir encore des choses qui vont secouer le monde. Mais il faut que le collaborateur il puisse parler de ses peurs à son manager. C'est un peu comme si le sportif dont je parlais tout à l'heure ne parle pas de ses peurs à son entraîneur avant de rentrer, de faire le match, parce que l'entraîneur ne peut pas l'aider à guérir de ses peurs s'il n'en parle pas. Oui. Alors, il y a des entreprises chez qui j'interviens justement en temps de parole. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, parce que c'est des entreprises plus importantes, et les employés ne veulent pas parler de tout ça à leur manager. Donc, j'interviens en temps de parole à distance. Donc, le chef d'entreprise m'a acheté une banque d'heures, et puis il a dit à ses employés, voilà, à chaque fois que vous avez besoin, vous avez un stress, vous appelez Didier, et puis vous me le marquez, et puis lui, il le marque, et puis comme ça, j'ai une banque d'heures, et c'est à votre disposition. Au début, ils n'osaient pas, puis ça s'est passé avec un, avec deux. D'ailleurs, c'est surtout des femmes au début qui ont osé. Mhm. Et du coup, ils ont cette capsule ou cet espace pour déconnexion. Mais aujourd'hui, c'est indispensable vraiment de s'ouvrir et de faire ça. Et les gens ont besoin d'avoir un temps de parole et de s'ouvrir. Alors, Abdelmal Ramzitouni, je pense qu'il est responsable RH et il dit, est-ce que c'est le rôle du responsable RH, à ton avis, Didier, ou bien vous proposez une nouvelle organisation qui prend en considération ce rôle de cultiver cette philosophie, cette culture? Alors, je dirais que le responsable RH dans une organisation doit insuffler ce changement, mais doit rester en arrière pour pouvoir intervenir si jamais ça dérape.
Parce que s'intégrer directement là-dedans, ça veut dire aussi, c'est très dur hein, quand on n'est pas formé, de recevoir les peurs, les stress et les angoisses de tout le monde. Après, il faut aller les décharger ailleurs. Ouais. Donc, c'est à lui de trouver les bons interlocuteurs, soit de former ses managers, soit d'aller chercher des coachs à l'extérieur qui vont avoir ce rôle de temps de parole. C'est même plus un rôle de coaching, c'est un rôle d'empathie, c'est un rôle d'écoute, c'est un rôle de temps de parole qui vont permettre aux gens d'aller mieux. Et c'est à lui d'organiser tout ça, absolument. C'est Oui, intéressant. parce que je crois qu'aujourd'hui, les RH ont de plus en plus un rôle stratégique avec les humains. Forbes, qui est un très très grand magazine, a parlé de la symbiocratie. Donc, on peut retrouver le lien sur le site de symbiocratie.com. Je vais poser une dernière question, après je te donne le dernier mot puisque l'heure est écoulée. Tu as vécu plusieurs expériences de licenciement. Et dans Oui, la pandémie actuellement, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont oui, licenciés. Et toi, tu te bats pour le outplacement oui. comme culture depuis très longtemps. Et là, je pense que c'est le moment de déployer ça. Alors pour moi, l'outplacement aujourd'hui, il a complètement changé et ça reprend tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on doit recevoir les gens avec beaucoup de bienveillance, en comprenant leurs émotions, et on rentre dans un processus de résilience. Et ce processus de résilience repose sur le fait de dire c'est quoi vos datas, comment je peux vous enrichir, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre culture, et comment on va créer des nouvelles interactions avec le monde, parce que vous n'êtes pas exclus, vous n'êtes pas tout seul. Et les gens aujourd'hui sont choqués parce qu'évidemment, ils perdent leur statut social, parfois ils perdent leur appartement. Il y a des travailleurs qui dorment dans leur voiture aujourd'hui. Je veux dire, on est vraiment dans une situation qui est terrible. Le chaos. Et le chaos, absolument. Et on en a, à mon avis, pour 2, 3 ans. Donc, c'est vraiment le fait d'accompagner ces gens qui ont été cadres sup, ouvriers, en leur disant, attends, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton âme et ton cœur et ton talent. Et je me fous de savoir si tu as fait du marketing, du commerce ou de l'informatique. C'est à partir de ton cœur, de ton âme et de ton talent qu'on va reconstruire quelque chose. Tu sais, Didier, tu me fais peur parce que il y a 5 ans, tu parles d'un monde nouveau dans ce livre. Là, tu parles de 3 ans dans l'avenir. Il faudrait s'attendre que ça dure 3 ans, le chaos. Je dirais pas que tu es voyant, mais tu es visionnaire. Donc, ça fait un petit peu peur probablement aux gens de dire ça. Alors, attention, je dis que c'est ce qui pourrait arriver si justement on ne commence pas à travailler en partage, en symbiose, de façon avec des valeurs, en croisant nos cultures, parce que ça, si on le fait volontairement, il y a des groupes qui vont s'en sortir. C'est très bien. Dans ce moment de bascule, il y a ceux, et je ne parle pas des complotistes X ou Y, hein, je parle de ceux qui vont ouvrir leur cœur, leur âme, et on va s'entraider, et on va construire quelque chose ensemble. Et là, on n'aura pas 2 ou 3 ans de chaos. Ce ne sera peut-être pas facile, mais on pourra rigoler et vivre heureux. Et puis, il y a ceux qui vont s'accrocher au passé, à leur ego, et puis ceux-là, effectivement, vont avoir beaucoup de difficultés. Kauthar dit que c'est beau à entendre. Dans la pratique, je vais essayer de me retrouver, mais je ne le retrouve pas pour l'instant. Bon, Boudour, et ça, on le comprend, hein, donc ouais, ouais. les gens sont un petit peu déstabilisés par la situation. Boudour, quand même, elle garde espoir. Elle dit on s'habitue à des situations de choc, c'est la résilience. C'est ça. Donc, enfin, moi, je recommande ce livre, Être leader dans un monde nouveau. Tellement je l'ai bien aimé, donc je l'ai couvert en plastique, hein, donc je l'ai protégé parce que Merci. c'est un très très bon livre. Donc, Créer du bonheur et de la richesse, édition à la semaine, disponible sur les plateformes Amazon et autres. Vous pouvez le commander là-bas. Tu as écrit aussi un livre, tu as été co-auteur du livre Les richesses économiques du cerveau, édition Émergence, et il y a un livre électronique qui est créé. Ma dernière question, et je te laisse le dernier mot parce qu'on est presque à la fin. Tu es en train d'écrire quelque chose, je pense que la pandémie inspire. Je suis en train de prendre des notes pour écrire quelque chose, oui, sur cette notion, d'une part, de résilience, sur tout ce que je viens de dire, en fait. Comment rentrer dans cette dimension d'âme, d'amour et de spiritualité en se nettoyant pour passer dans ce nouveau monde. Bon, il y en a qui sont déjà en route, il y en a qui font déjà de la méditation, il y en a qui voudraient rentrer dedans.
Donc, effectivement, mais si vous allez sur mon blog, symbiocratie.com, régulièrement, je sors des billets là-dessus. Et puis, parfois, je récupère plusieurs billets pour faire un petit pamphlet, un petit bouquin là-dessus. Et ce sera avec plaisir. J'ai pas mal de gens. Et alors, si, je vais quand même vous annoncer une grande nouvelle. Je ne sais pas si Jean-Christ est en ligne. S'il est en ligne, qu'il nous mette un petit commentaire. Jean-Christ, qui est au Bénin, normalement, cette année, nous ouvrons l'Académie de la Symbiocratie au Bénin pour l'Afrique de l'Ouest. C'est intéressant. Voilà. Ça va démarrer en ligne pour l'instant. Il y a une partie en ligne et il y aura une partie en présentiel. C'est lui là-bas qui s'occupe de tout ça. C'est un garçon qui a une trentaine d'années et qui est bien structuré, avec lequel on a bien sympathisé. Donc, on est en train de travailler à tout ça. Je te laisse le dernier mot. C'était un plaisir, Didier. De toute façon, je ne t'ai pas vu depuis très longtemps. On a développé une certaine amitié. J'ai beaucoup de respect pour tout ce que tu fais. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et il y a des gens qui t'écoutent, qui te remercient, qui te disent c'était très enrichissant. Merci. La spiritualité trouve son chemin vers l'entreprise. Les gens demandent ton adresse, symbiocratie.com. On va mettre tous les liens en dessous de ce live. Comme ça, vous pouvez contacter Didier. Il est sur LinkedIn, un peu partout sur les médias sociaux. The stage is yours, Didier. Qu'est-ce que tu veux dire à la fin? Alors, d'abord, je vous remercie tous d'être venus. Je ne sais pas combien nous étions ce soir, 58. On était plus, hein. On est parti jusqu'à 80. Ouais. Il y aura des centaines qui sont… Ah, ouais. Oui. D'accord. Ok. Merci infiniment parce que j'ai beaucoup de plaisir. Si vous saviez, ça me ressource de pouvoir transmettre tout ça. Tant Ça mieux. m'énergise de pouvoir transmettre tout ça. Merci à toi, Fares, parce que les gens te connaissent peut-être beaucoup plus parmi les auditeurs, mais je sais aussi que tu es un puits de science. Tu as une mémoire absolument phénoménale. Je me souviens du premier interview où tu avais comparé des choses. Donc, c'est vraiment un beau cadeau que tu nous as fait à tous. Merci Et infiniment. n'hésitez pas, sur symbiocratie.com, il y a une page qui s'appelle Contact, et donc vous pouvez me contacter. Et en même temps, au bas de la page, vous avez la possibilité de vous inscrire sur ma liste de distribution. Donc à chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois que je fais un article, vous le recevrez sans aucun problème. Merci infiniment, Didier Reynac.